L'actualité à la une ce soir, le Congrès pour la démocratie et le progrès et ses alliés menacent de quitter le jeu électoral. Si les militants jugés inéligibles hier par le Conseil constitutionnel ne sont pas réintégrés, l'ex-majorité appelle à la désobéissance civile sans violence rencontrée. L'ex-majorité qui appelle à la désobéissance civile sans violence a rencontré la presse ce matin. Dans ce journal, les organisations de la société civile, de certains leaders politiques, des citoyens, ainsi que les explications de M. Abdul Karim Sango, invité du 20h. Pour réussir ces élections, le Conseil supérieur de la communication explique son mode de régulation aux médias. Le Conseil supérieur de la communication a rencontré les rédacteurs en chef ce matin pour présenter les textes en vigueur et demander soutien pour le bon déroulement. Et puis les gendarmes tombés sous les balles de l'attaque de la gendarmerie de Oursi a été inhumé aujourd'hui. Souleymane Ba El Boudo repose au cimetière de Gonguin depuis ce mercredi. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina qui vous est proposé aujourd'hui exceptionnellement à 21h. Le Congrès pour la démocratie et le progrès ainsi que ses alliés menacent de quitter le processus électoral et appellent à la désobéissance civile. Mais cette désobéissance doit se faire sans violence, précisent les responsables. L'ex-majorité proteste contre la décision du Conseil constitutionnel qui a invalidé hier les candidatures de certains de ses militants suite à un recours d'un citoyen, Adama Guiti, Jacques Lamissa-Tarpaga. Le CDP, ancien parti au pouvoir et ses alliés, rejette la décision du Conseil constitutionnel. La Cour a rendu inéligible mardi plusieurs candidats de ces partis aux législatives, dont celle du président du CDP, Edi Komboyego. Ils menacent de boycotter les élections si la décision n'est pas levée. Du même coup, ils appellent à la désobéissance civile. Nous appelons nos militants, de même que tous les défenseurs de la démocratie, sur toute l'étendue du territoire, à entreprendre toute action entrant dans le sens de la désobéissance civile. Si nos membres exclus des élections ne sont pas réintégrés dans le processus électoral, nous n'allons à aucune élection. Nous refusons ainsi d'avaliser une opération de transmission du pouvoir maquillée en élection. Sans donner trop de précisions sur le mode opératoire de cette désobéissance civile, le président du CDP y met des limites. Nous les avons interpellés à une désobéissance civile, que l'on s'entende bien. Nous n'appelons personne à violenter personne, à détruire quoi que ce soit. Nous voulons que nos militants soient des militants exemplaires. Le CDP et ses alliés estiment que la décision du Conseil constitutionnel viole la Constitution du Burkina Faso et défie l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Ce sont entre autres griefs soulevés. Le Conseil constitutionnel devra statuer encore sur d'autres recours contre des candidatures et celle d'Edi Komboyego à la présidentielle est aussi menacée. Cette décision du Conseil constitutionnel, justement, a été suivie avec intérêt par des organisations de la société civile, des leaders de partis. Et vous allez le voir, la plupart prennent acte de la décision et appellent à se conformer à cette décision des sages. Comme le président de la DFRDA l'a dit depuis hier nuit à travers un tweet, nous prenons acte de la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel. Voilà, en fait, pour le moment, la position que j'ai pu donner sur la décision du Conseil constitutionnel. Maintenant, en tant que jeunes, nous ne pouvons qu'appeler à la suite du président, à la retenue et au calme. Et si le parti a des directives à donner après, ce sera dans un cadre plus formel et le parti le fera de façon claire et tout le monde le saura. Nous prenons acte pour la simple raison que nous sommes un parti républicain comme nous l'avons toujours dit. Et quand une décision d'une telle envergure tombe, surtout prise par quand même l'institution supérieure en matière donc, de juridiction de notre pays, nous ne pouvons que nous conformer et souhaiter que tout le peuple, que tous les acteurs puissent effectivement faire comme nous, prendre acte et maintenant se remettre au travail pour que les élections puissent avoir lieu dans la paix et le calme. La décision qui est tombée hier est une décision que nous saluons, c'est d'autant plus que
des candidats qui avaient été aussi visés par des citoyens de l'UNIPS, par des militants de l'UNIPS, ont été déclarés inéligibles au regard des dispositions du code électoral. Nous pensons aujourd'hui que ce n'est pas une question donc, de jubilation, de satisfaction, c'est plutôt une occasion pour la jeunesse burkinabé de voir une juridiction de leur pays dire le droit, rien que le droit et tout le droit. Nous n'allons pas verser dans une euphorie suicidaire. Nous disons que c'est une petite victoire d'étape à ce titre-là. Nous disons que le verdict qui a été rendu par le Conseil constitutionnel, c'était un service minimum. Ce sont des propos recueillis pour vous par Roger Kam, Issa Lankwande et Draman Guéné. La nouvelle a été diversement appréciée dans la ville de Ouagadougou. Et comme vous allez le constater, les commentaires ne tarissent pas. Si certains l'apprécient à sa juste valeur, d'autres ne comprennent pas du tout pourquoi cette décision. C'est normal, c'est normal. Quand on est cause de quelque chose, il faut payer les pots cassés. Il doit payer les pots cassés. Ça, c'est normal. Et que le Seigneur vous les accompagne à réussir. Quant à moi, c'est bien. Oui, la décision du Cour constitutionnel, c'est bien. Je suis satisfait pour ça. Je me disais qu'on pouvait laisser les gens se présenter et que simplement le peuple décide de ne pas faire passer quelqu'un. Moi, je pense que c'est une mauvaise chose parce qu'on ne devrait pas écarter une partie. Et tout le monde doit concourir au développement du pays. Donc il n'y a pas de raison qu'on favorise une partie et laisser une autre. Ça dépend de ce qu'ils ont fait. Bon, je ne veux pas trop tirer sur ça, mais je sais que c'est normal. Vu tout ce qui s'est passé, bon, moi je trouve que c'est normal parce qu'il y a d'autres qui ont contribué quand même à ce que l'insurrection ait lieu, quoi. Donc pour calmer un peu la population et tout ça, je pense que, en tout cas, si chacun aime son peuple, il doit quand même accepter cela et puis bon, contribuer à la paix, quoi. Des propos recueillis par Amadou Ilboudou et Draman Dadian. Ceux qui seront, avant donc de poursuivre avec ce journal, nous allons nous entretenir donc avec M. Abdul Karim Sango. Comme je l'ai dit, il est juriste. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, il est spécialiste des questions constitutionnelles et des questions électorales, puisque vous êtes à la CENI depuis 8 ans. Vous êtes toujours d'ailleurs commissaire, mais vous êtes là ce soir en tant que constitutionnaliste. On a entendu tout à l'heure le CDP dire que le Conseil constitutionnel n'a pas tenu compte de la décision de la CEDEAO. Effectivement, il y a eu un verdict de la CEDEAO qui appelle le Burkina à lever les obstacles à la participation aux élections. Oui, merci M. Simon Gongo. Il me semble que le CDP est dans son droit. Évidemment, une décision de justice, lorsqu'elle est rendue, elle est diversement appréciée selon le camp dans lequel on se situe. Mais ce qu'il faut dire, évidemment, une décision de justice, elle est rendue par le juge en se fondant principalement sur deux choses. C'est, premièrement, l'état du droit positif, c'est-à-dire que disent les lois. Deuxièmement, sur son intime conviction. Alors, je voudrais ajouter un troisième élément qu'on peut trouver dans la démarche d'un juge constitutionnel et qu'on ne retrouve pas dans la démarche du juge judiciaire, du juge ordinaire, entre guillemets. C'est que le juge constitutionnel statue aussi en tenant compte de l'environnement, en tenant compte du contexte. Et ça, c'est un élément qui est très, très, très important. Alors, est-ce que le juge n'a pas tenu compte de la décision de la CEDEAO? Il est clair que lorsque vous examinez la décision qui a été rendue suite à la requête du valeureux Dabiré Angelin, personnage que je voudrais bien connaître davantage, le juge ne fait pas allusion, évidemment, à la décision de la CEDEAO. Le juge constate simplement que la CEDEAO a rendu un arrêt en intimant à l'État burkinabé de prendre les dispositions nécessaires pour lever tous les obstacles à la pleine participation des partisans de l'ex-majorité. Mais
la décision du juge communautaire, de mon point de vue, je l'ai déjà suffisamment exprimé, a créé plus de confusion que de clarté. Je dois d'ailleurs dire que s'il y avait demain des troubles dans ce pays, la CEDEAO, à travers la Cour de justice, devrait être tenue pour responsable. Pourquoi? D'aucuns se sont arc-boutés sur le dispositif du juge en disant que l'État est condamné aux entiers dépens. Mais c'est faux de le dire parce que quand on dit de lever les obstacles, quelque part... le juge, avant d'aboutir à l'idée de lever les obstacles, raisonne, donc motive sa décision. Or, dans un paragraphe du juge communautaire, il admet que lorsqu'il y a des changements anticonstitutionnels, on peut sanctionner, on peut même exclure. Il a dit que les sanctions doivent préalablement frapper les États, les régimes et probablement les dirigeants. Malheureusement, le juge communautaire n'a pas dit s'il y a eu changement anticonstitutionnel au Burkina ou que recourt la notion de dirigeant. Il me semble, et beaucoup de commentateurs de très haut niveau, ont dit qu'en fait, le juge communautaire, d'une certaine façon, est venu préciser la portée exacte de ce qu'on a appelé la loi Chérif. En indiquant que, oui, le Burkina, nous, on ne peut pas vous empêcher d'exclure, ce qui est faux. Dans tous les pays du monde, on ne va pas cesser de le répéter, il y a des clauses de ce type qui existent. Seulement, nous, à la CEDEAO, ce que nous craignons, c'est que vous fassiez une application massive. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on soit dans un schéma où il suffit d'avoir appartenu à l'ex-majorité pour être frappé d'inéligibilité. C'est pour ça que vous constatez, dans la décision qui est tombée hier, la décision numéro 21, il y a une quarantaine de personnes qui sont frappées par la mesure. Il faut dire que Angelin avait demandé l'exclusion de 47 personnes. Il a obtenu 42. Absolument. Donc, et quand vous regardez la décision du juge, par exemple, sur certaines personnes, il dit que M. Angelin n'a pas apporté suffisamment de preuves. Alors, il y a deux catégories de personnalités qui ont été frappées. Ce sont les membres du gouvernement. Parce qu'il y a un principe en droit constitutionnel qui veut que tous les membres du gouvernement soient solidairement responsables des décisions qui sont prises. Est-ce que vous avez fait des déclarations plus tard? Non. La preuve, c'est que, historiquement, si vous prenez un pays comme le Togo, le ministre de l'Intérieur, Boko, si vous vous rappelez, avait émis des réserves sur l'organisation des premières élections qui ont vu la victoire du président togolais. Il n'a pas été compris. Ce qu'il a fait, il a pris la poudre d'escampette. Si vous remarquez ce qui s'est passé récemment au Burundi, face aux velléités de modification de la Constitution pour permettre à Nkurunziza de se représenter, les problèmes d'interprétation, vous avez vu que dans son entourage, notamment le président de l'Assemblée nationale, pour marquer sa rupture avec le système, il a été obligé de s'exiler. Certains membres du Conseil constitutionnel ont dû fuir leur territoire. Donc, premier élément, le juge burkinabé dit, en reprenant évidemment un argument de M. Angelin, dès que vous avez été ministre, vous étiez là lors de l'adoption du projet, alors vous êtes solidairement responsable. Et puis, il y a la catégorie de tous les acteurs, d'autres acteurs politiques, dont les députés, les responsables des partis de l'ex-majorité, qui ont signé une lettre en forme d'allégeance au président Compaoré pour dire que dans son entêtement bovin à modifier l'article 37, ils allaient coûte que coûte l'accompagner. Ce sont ces catégories de gens qui ont été frappés, évidemment, par la décision du juge constitutionnel. D'accord, on revient donc sur la décision du juge. Ce que l'on retient, c'est que la décision frappe des individus alors que nous sommes dans un scrutin de liste. Pourquoi des individus sont ciblés alors que c'est un scrutin de liste? Oui, mais ça, c'est un choix du législateur. C'est un scrutin de liste pour des raisons liées au fait que nous avons ici un scrutin proportionnel. C'est lié à la répartition des sièges. Mais après, derrière les listes, ce sont des individus qui se présentent. Donc, les conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ne s'apprécient pas par rapport à la liste,
mais par rapport aux individus. C'est d'ailleurs, j'allais dire, une largesse qu'offre le législateur burkinabé, puisque dans d'autres pays, exemple le Niger, lorsque sur une liste des candidats sont déclarés inéligibles, toute la liste tombe. Alors que dans le contexte du Burkina, ça s'est déjà passé en 2012 oui, avec les élections communales à Banfora, où effectivement il y a eu l'invalidation de toute une liste. Oui, lorsque je regarde l'article 184, il me semble que c'est une modification qui a été opérée par le législateur lors de la révision du 7 avril 2005, pour éviter, parce que ce serait manifestement injuste. Vous voyez, si vous prenez le cas Diogo, vous avez 9 titulaires, vous avez 9 suppléants, donc vous avez 18 personnes. Alors, si parce qu'une seule personne est inéligible, toute la liste va tomber, manifestement, il y a une forme d'injustice que le législateur a voulu réparer. Alors, on va aller vite. Aujourd'hui, est-ce que les personnes qui ont été exclues peuvent être remplacées? Évidemment, conformément à l'article 184, pour compter du jour où ils ont reçu la décision, ils peuvent procéder au remplacement jusqu'à, comme dit le code, mais de façon maladroite, jusqu'à 0 heure avant la date du scrutin. Donc il suffit d'écrire au président de la Commission électorale nationale indépendante pour dire qu'on va remplacer telle personne. J'insiste pour dire, puisque beaucoup de personnes m'ont posé la question, il s'agit d'un remplacement poste pour poste. C'est-à-dire que si vous étiez premier sur la liste du Kadiogo, alors celui qui vous remplace occupe le poste le premier sur la liste. Il ne s'agit pas de permettre aux partis politiques de reconfigurer leur liste électorale. Donc le changement se fait poste par poste. Alors, dans ce changement, est-ce que le Conseil constitutionnel intervient encore? Est-ce que le Conseil constitutionnel a la possibilité, puisqu'on parle des 0 heures? Oui, évidemment, si nous ne sommes pas dans... En fait, je pense que l'hypothèse des 0 heures, c'est pour ça que j'estime que la disposition est un peu mal rédigée, puisque il y a deux hypothèses. Il y a les cas de décès et il y a les cas d'inéligibilité. En fait, le cas des 0 heures, c'est-à-dire 0 heures avant un scrutin, si quelqu'un est décédé, en fait, l'esprit du législateur, c'est que vous puissiez procéder à son remplacement. Alors, la loi dit que le remplacement doit être fait sans délai auprès du président de la commission électorale qui publie les remplacements opérés par diffusion et affichage dans tous les bureaux de vote concernés, et puis il informe le Conseil constitutionnel des modifications qui ont été opérées. Sans doute pour permettre au Conseil constitutionnel, évidemment, de vérifier si, effectivement, les remplaçants ne sont pas frappés aussi ne sont pas frappés par les conditions d'inéligibilité. Alors, parlons de procédure à présent. Comment se fait justement la saisine alors qu'on sait qu'il y a une trentaine de recours et aujourd'hui, on se retrouve pratiquement avec quelques recours qui ont été jugés recevables? Non, en réalité, c'est parce qu'on ne prend pas toujours le soin aussi de lire les textes. Voilà. Sinon, la loi est très claire. Les recours sont ouverts à tous les citoyens. Ce qui n'est pas la même chose pour les recours dans le cadre du contentieux pour les élections présidentielles, où les recours ne sont ouverts qu'aux candidats. Alors, la plupart des recours qui ont été rejetés, si vous les examinez, c'est pour défaut de qualité, puisque les OSC n'ont pas qualité. Probablement qu'ils ont intérêt à agir en raison de leur objet. Mais le législateur a dit que le recours est ouvert à tout citoyen. Alors que la plupart des requérants, ils signent en leur nom et ils signent aussi au nom du groupe. C'est pour ça que le juge, évidemment, et il y a une jurisprudence en 2012, je rappelle que le focal dirigé par le professeur Ibriga avait intenté un recours comme ça devant les juridictions lorsqu'ils ont voulu bénéficier des candidatures indépendantes. Voilà, ils ont été déboutés pour défaut de qualité par je crois le juge administratif. Et comment se fait le jugement? Est-ce que c'est comme dans les tribunaux ordinaires où on a l'accusé voilà, oui, la procédure ici, elle est essentiellement écrite. Je dois dire que le code électoral indique clairement que le juge constitutionnel dispose de pouvoir d'instruction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le requérant qui introduit sa requête
la requête est transmise à l'autre partie qui répond. Donc il y a une sorte d'échange d'écriture. Alors, je pense qu'en raison du nombre de recours, le Conseil n'a pas entendu organiser cette année des audiences publiques. Donc, ils ont pris une ordonnance pour expliquer qu'ils vont se contenter en fait des échanges d'écriture. Sinon, c'est exactement comme une procédure normale devant un tribunal ordinaire. Alors, merci d'être venu nous donner toutes ces explications. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Abdul Karim Sango. Il est spécialiste, il est juriste spécialiste des questions constitutionnelles et électorales. Ceux qui seront déclarés aptes à prendre part à ces élections doivent avoir un égal accès aux médias. C'est le message du Conseil supérieur de la communication qui a été apporté ce matin au rédacteur en chef et chef de programme des médias burkinabés. Le but est de s'accorder sur les règles de la couverture de la campagne. Adama Guiti, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Séance d'explication de texte entre le Conseil supérieur de la communication et les responsables de médias, en l'occurrence les chefs de programme et les rédacteurs en chef. Les grandes joutes politiques sont en vue. Ouverture de la campagne électorale dans 24 jours, c'est la dernière ligne droite et il est donc grand temps d'accorder les violons. Le CSC a mis en place un dispositif pour mieux prendre en charge le discours électoral. Nous avons pensé qu'il est bien indiqué, les partenaires que vous êtes, que nous puissions nous retrouver autour de ce dispositif, échanger autour de ce dispositif pour en avoir une juste et commune compréhension, non seulement des dispositions que nous avons prises et des tâches qui nous attendent. Entre le Conseil supérieur de la communication et les médias ces derniers temps, c'est le « je t'aime, moi non plus ». L'occasion est donc belle pour une mise au point. Le CSC n'est pas là pour prendre rien que des sanctions. C'est bien qu'on se comprenne sur ce registre-là. Le CSC est là pour aider les médias à être plus professionnels. Donc il faut cesser de montrer cette image de gendarme-là qui colle au CSC. La campagne électorale qui s'annonce est un moment décisif de l'histoire du Burkina. Pour le CSC, l'égalité d'accès, le pluralisme et l'équilibre de l'information doivent plus que jamais être de mise. Nathalie Sommet invite également les médias à jouer la carte de l'apaisement en rappelant aux hommes politiques, le cas échéant, leur engagement à travers la signature du pacte de bonne conduite. L'organisation de ces élections est suivie de près par les Nations Unies qui félicitent le Burkina pour les progrès enregistrés. C'est ce que le sous-secrétaire général est allé dire au président du Faso. Après lui, une délégation de l'Azawad est venue aussi voir le président Kafando. Il demande l'implication du Burkina dans la résolution de la crise au Mali. Salif Belem, Ernest Kambiri. L'ONU. L'Organisation des Nations Unies dit suivre de près les élections présidentielles et législatives couplées du 11 octobre prochain au Burkina. C'est le message que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour les affaires politiques est venu porter au président du Faso. L'émissaire onusien dit également être venu exprimer l'appréciation des Nations Unies pour les progrès accomplis dans l'organisation de ces futures élections. J'ai relevé que la crédibilité de ces élections repose sur une large participation du peuple burkinabé. Le peuple burkinabé, les acteurs régionaux et internationaux, ainsi que l'ONU, suivent la situation de près. Il est évident que beaucoup de progrès ont été accomplis, mais il faut rester vigilant. Les récents événements au Mali qui ont conduit la coordination du mouvement de libération de l'Azawad à suspendre sa participation aux accords de paix intermaliens est ici au centre de ces échanges entre le président du Faso et cette délégation de la coordination du mouvement. Et quand nos positions ont été attaquées récemment par les milices pro-gouvernementales à Nifif, on s'était dit que c'était la meilleure façon de dire qu'il faut suspendre en attendant qu'on trouve une solution. Parce que si on ne le faisait pas, c'est une manière d'encourager les gens qui veulent violer les cessez-le-feu, de les violer chaque fois qu'ils le veulent. À Kossiam, la délégation de la coordination du mouvement de libération de l'Azawad est venue souhaiter davantage l'implication du Burkina Faso dans la résolution de la crise au Mali pour une paix durable dans la sous-région.
La justice s'organise pour donner plein pouvoir aux magistrats. Deux lois qui réorganisent le Conseil supérieur de la magistrature ont été débattues par les députés. Ces textes vont jusqu'à donner des voies de recours aux justiciables avec un seul but, les servir. Kounsoum Koulibaly et Solange Guigma. Les deux lois portant sur la magistrature octroient aux magistrats burkinabés des conditions de travail qui lui permettent d'être indépendants vis-à-vis de l'exécutif. Leur adoption par le Conseil national de la transition pose les bases d'une justice crédible et accessible à tous. Une fois que le Conseil supérieur de la magistrature est consacré dans sa nouvelle formule, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui nomme et le décret de nomination est pris par le président du FASO, mais ce n'est plus les prérogatives du ministre, par exemple. Si tous ces textes-là, dans leur contenu et dans la manière dont les magistrats doivent accomplir leurs devoirs et travailler en toute indépendance, en leur âme et conscience, alors le justiciable aura la possibilité, disons que pourra faire confiance à la justice. Et puis il y a des voies de recours beaucoup plus ouvertes. Par exemple, le CSM sera accessible à travers certains mécanismes aux justiciables pour déposer des plaintes. Ces nouveaux textes validés à l'unanimité des 75 votants visent à terme à rendre effective la séparation des pouvoirs édictée par la loi fondamentale et à faire de la justice le garant des libertés individuelles. Le maréchal des logis Ilboudo Suleiman repose désormais au cimetière municipal de Gunguin. Blessé lors de l'attaque de la gendarmerie de Oursi, il a succombé à ses blessures le 24 août 2015. Il avait intégré la gendarmerie en 2008 et il a été accompagné dans sa dernière demeure par parents, amis et frères d'armes. Cet après-midi, Kounsoum Koulibaly, Nathalie et Sawadogo Nabaloum. La tristesse est profonde et se lit dans les visages. Autorités politiques, militaires et paramilitaires, parents, amis et connaissances disent adieu à Bas Suleiman Ilboudo, ici au cimetière municipal de Gunguin. Le gendarme a succombé à ses blessures dans la nuit du 24 août 2015. Au niveau de la brigade de Oursi, ils ont reçu une information qui signalait la présence de 2 motos et de 2 individus à quelques kilomètres de la brigade. Le commandant de brigade nanti de cette information a contacté son homologue de Déou et ils ont fait effectuer une patrouille croisée sur les lieux. C'est étant sur les lieux que le commandant de la brigade de Oursi a reçu encore un autre coup de fil qui lui signifie que sa brigade est attaquée. Les investigations se poursuivent et nous espérons fortement, avec la coopération de toute la population, de pouvoir retrouver les auteurs. Le maréchal des logis Bas Suleiman Ilboudo est né le 1er janvier 1987. Il a intégré le corps de la gendarmerie en 2008. Honnêtement, je garde de Soulé l'homme patient, réfléchi, respectueux, disponible et très social, comme ses supérieurs l'ont dit. Et c'est cette impression que je garde de lui. Il est très sociable, il est travailleur et très courageux. Il laisse derrière lui une veuve et un orphelin. Et puis la fille du commandant de brigade qui avait été blessée aussi au cours de cette attaque se porte bien selon le commandant de la première région militaire. Le ministre de la Recherche scientifique en visite sur les chantiers de son département. Ce sont des bâtiments en souffrance depuis 2004 que, avec des dénominateurs communs, le retard d'exécution, Jean-Noël Poda promet tout mettre en œuvre pour que ces bâtiments soient disponibles dans les meilleurs délais. Ibrahim Sombié, Mounira Kéré, Sidibi Issalankwande. Nous sommes ici sur le chantier de l'Institut de recherche en sciences de la santé. 11 ans après le début des travaux, le bâtiment n'est toujours pas achevé.
Là, c'est un immeuble en construction du Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST. Démarré en 2011, le bâtiment devait être livré en juillet 2012. Dans un premier temps, nous sommes tombés sur un site où c'était pratiquement un cimetière. Là, il fallait suspendre les travaux. En plus de ça, on a fait des implantations où il fallait revoir parce qu'on ne savait pas que le site-là abritait un cimetière. Les cas styles visités par le ministre Jean-Noël Podar ont en commun le retard dans l'exécution des travaux. Et parmi les difficultés soulevées, figure en bonne place l'insuffisance des moyens financiers. On a proposé des solutions avec les acteurs à chaque niveau. Dans certains endroits, il faudra faire un avenant. Dans certaines conditions, une rallonge budgétaire. Un bâtiment qui est conçu depuis 2006 et dont la construction passée sur le budget de l'État. On donne des tranches chaque année. En 2014, vous comprenez qu'il y a un gap à faire et que le coût n'est plus le même coût qu'en 2006. Au dire des entrepreneurs, les chantiers ont atteint un taux de réalisation d'au moins 75%. Et selon le ministre en charge de l'innovation, tout sera mis en œuvre pour que ces bâtiments soient achevés dans les plus brefs délais. Un reportage de Mounira Kéré et Bouma Ernest Nebié. Le Burkina Faso est classé 4e pays producteur d'or en Afrique et pour autant, le pays cherche à encadrer sa pratique. L'environnement, la santé doivent être prises en compte. L'ITIE qui suit l'opération demande plus de transparence et plus d'impact pour les populations. Souleymane Sanou, Evelyne Dabiri. Ce deuxième comité de pilotage de l'appui programme français à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE vise à examiner la mise en œuvre des 5 programmes dans le secteur des mines au cours de l'année 2014. Ces programmes à examiner portent en outre sur la transparence et le contrôle des ressources financières de l'État dans les industries extractives, toute chose qui aura un impact sur les populations. On pense que l'année prochaine, par exemple, la Cour des comptes va publier un rapport spécifique et qui deviendra annuel sur le secteur minier. Donc ça, c'est quelque chose d'important. La société civile va diffuser des bonnes pratiques sur peut-être 20% des zones d'orpaillage sur le territoire, sur plus de 100 sites. Il y aura une diffusion des bonnes pratiques avec un guide et des formations qui sont dispensées aux orpailleurs par la société civile. Bref, c'est un partenariat qui a des multiples intérêts, le développement local, la lutte contre, on va dire, les effets environnementaux négatifs de l'orpaillage, également de lutte contre la fraude, de renforcement des finances de l'État, qui permet d'améliorer la gouvernance du secteur qui est devenu important aujourd'hui au Burkina Faso. Durant cette journée du 26 août, les membres du comité de pilotage et les différents partenaires feront le point des activités menées par l'ITIE, de même que les difficultés rencontrées par cette structure afin que l'industrie minière profite à la population. Et puis, cette brève, la case départ pour Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la jeune guinéenne annoncé pour un retour dans son pays, n'a pas pu atterrir hier à Abidjan. Son avion a été dérouté vers Accra avant de revenir à Ouagadougou. En exil au Burkina depuis 5 ans, Moussa Dadis Camara rentrait en Guinée pour prendre part aux élections du 11 octobre prochain. En Guinée, dans son pays, il était attendu de pied ferme par des partisans qui ont été finalement dispersés aux dernières nouvelles par les forces de l'ordre. Et puis le décès du gendarme blessé suite à l'attaque de la gendarmerie 2 aussi fait la une des quotidiens du jour. Les parutions reviennent aussi sur la décision du Conseil constitutionnel. C'est la revue de presse lue pour nous par Abdoul Rasmane Zongo. Le CDP et ses satellites hors jeu aux élections 2015 informe le journal Le Soir. 42 candidats déclarés inéligibles aux législatives 2015, précise le quotidien Notre Temps. En édito, Notre Temps consacre son temps à l'insécurité au Burkina, où le bilan de l'attaque du 23 août s'est alourdi avec le décès du gendarme. Cette attaque, ajoute l'éditorialiste, rappelle celle du début avril, où un citoyen roumain a été kidnappé à Tambao. Les barbus frappent à nos portes, s'exclame alors le journal. À l'exclamation de Notre Temps s'invite l'interrogation du journal Le Soir. Boko Haram est-il entré au Burkina? L'attaque de la gendarmerie de Oursi, avec un mort dans les rangs de la sécurité, est un signe inquiétant, avertit le journal,
qui s'interroge du coup. On se demande si notre pays est ainsi entré dans l'enfer de la nébuleuse secte terroriste qu'est Boko Haram. À chacun son questionnement, le pays se demande si le fantôme est déjà dans la maison. En tous les cas, les autorités de la transition sont interpellées suite à l'attaque de la gendarmerie de Oursi. Une attaque qui, pour le quotidien citoyen, commande impérativement de faire attention à ces foudards-là à nos portes. Autre fait d'insécurité nous est rapporté par l'observateur. La police et la gendarmerie en tandem dans les cascades ont saisi un Kalachnikov et 52 munitions abandonnés par des malfrats en cavale vers la Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce soir et c'était l'édition unique de la soirée. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTB. À demain.